Dans l'histoire de France, il y a eu des moments où tout aurait pu basculer, mais grâce à la vaillance d'hommes et de femmes providentielles, cette dernière au fond du trou se relevait et vaincre, avec des moyens ridicules. Qui étaient ces hommes et ces femmes, et surtout, comment la France a-t-elle triomphé lors de batailles perdues d'avance? Mes amis, je suis Sentinelle, l'homme immortel. Découvrons ce qu'il en est réellement entre mythes, légendes et histoire. Suivez-moi. Partie 1. Jeanne d'Arc s'oppose à une France anglaise. À la fin des années 1420, la France prend défaite sur défaite depuis Azincourt, et le royaume a fusionné avec l'Angleterre depuis le mariage d'Henri V et Catherine de France. La situation est catastrophique. Durant cette période, la France est tiraillée entre trois clans. Les Anglais, les Bourguignons et celui de Charles VII et des Armagnacs. L'aventure ne semble pas pour autant terminée. Depuis quelque temps, une étrange prophétie suggère qu'une pucelle va venir pour bouter les Anglois en dehors de France. La dame de la prophétie vient de Don Rémy, elle s'appelle Jeanne d'Arc. Après ses premières visions dans son adolescence, Jeanne a désormais pour mission de faire lever le siège d'Orléans et de sacrer le dauphin Charles à Reims. Après de multiples tentatives, Jeanne parvient à rencontrer Charles VII le 6 mars 1429. Puis, elle passe avec succès un interrogatoire, et nommée chef de guerre, reçoit sa formation, puis part pour Orléans. Alors la ville assiégée depuis 7 mois, Jeanne et son armée parviennent, en un peu plus d'une semaine, à vaincre les Anglais qui se retirent le 8 mai. Après la glorieuse victoire de Patay, Charles et Jeanne reconquièrent bon nombre de places fortes au nord de la France, et se taillent un chemin vers la cathédrale de Reims. Puis, le 17 juillet, Charles VII y était sacré roi de France. En un an, tout avait changé. Charles, à deux doigts de prendre la fuite, était pour la première fois en position de force. Finalement, la glorieuse Jeanne d'Arc fut capturée par les Bourguignons et vendue aux Anglais, reçut son terrible procès et mourut sur le bûcher le 30 mai 1431. Enfin, Charles VII participait à la conférence de paix d'Arras, menait une solide politique de reconquête et demandait quand même une réévaluation par la papauté du procès de Jeanne d'Arc. Finalement, avec les grandes victoires de Formigny et de Bordeaux, la guerre de 100 ans prenait fin en 1453. Le rêve de Jeanne fut exaucé, la France n'avait pas fini d'exister. Partie 2. La bataille de Rocroi. Un jeune de 20 ans sauvegarde la France. Depuis 1635, la France de Louis XIII est dans une terrible lutte à mort avec le puissant empire espagnol. La situation est sensiblement la même qu'un siècle plus tôt. Le royaume est une nouvelle fois pris en étau entre les possessions espagnoles du sud et celles du nord. À partir de 1643, la situation se renverse encore. Richelieu vient de mourir et le roi va s'éteindre d'un jour à l'autre. Pour tout arranger, ce n'est qu'une question de temps avant que les redoutables tercios ne fondent une nouvelle fois sur la France, depuis les Pays-Bas espagnols. C'est alors que se produit un événement incroyable. Depuis peu, le jeune Louis II de Condé est chargé du commandement des armées du Nord. Un jour, il apprend la mort du roi et l'attaque imminente de Rocroi par les Espagnols, l'ultime verrou ardennais de la route de Paris. Le 18 mai 1643, alors que l'armée espagnole, déjà au nombre de 28 000 contre 16 000 pour Condé, allait recevoir entre 4 à 5 000 hommes de plus au petit matin, le duc d'Enghien n'a pas le choix, il s'est engagé. Alors, il décide de réunir ses hommes et de lancer l'attaque dans la nuit. Les dés sont lancés. En pleine bataille contre les Espagnols, son armée est en train de céder. La situation va tourner à la catastrophe. Tout à coup, le fougueux duc charge furieusement et à répétition avec ses cavaleries, jusqu'à réussir ultimement à renverser la situation. Rapidement, ce sont cette fois-ci les Espagnols qui sont harcelés. Ils courent à leur perte. Peu de temps après, plus rien n'est à sauver. Ils prennent la fuite. Les 8000 tercios encerclés au centre de la mêlée ne veulent pas se rendre. Alors, ils sont tous massacrés. La victoire du jeune Condé est complète. L'invincibilité de l'armée espagnole s'arrête. La légende du grand Condé commence. Grâce à ce jeune homme de 21 ans, les Espagnols ne prendront jamais la capitale française. La France gagne le droit de survivre, comme le prix à payer pour une nouvelle fois conquérir le toit du monde. Partie 3. Les débuts désastreux de la Grande Guerre. Un miracle sauve la France.
Nous sommes au début du mois de septembre 1914. Cela fait un mois que les Allemands ont lancé l'offensive sur le front de l'Ouest. Remarquablement, l'armée du Deuxième Reich est à 17 km de Paris, soit à un petit jour de marche. Au même moment, les Français décident d'arrêter la retraite. Ils font bloc. Les Allemands n'avanceront plus. C'est ici que tout se jouera. Les Français ne revivront pas le cauchemar de 70. Ils devront vaincre ou mourir. Parallèlement, les Allemands ne prennent pas Paris, mais tournoient avec leur armée la plus avancée pour écraser l'armée franco-britannique par le côté. Pour ce faire, la première armée allemande progresse suffisamment loin, mais trop rapidement. Il y a un trou entre leur première et leur deuxième armée. C'est là que les franco-britanniques menés par Franchet d'Espery et French s'engouffrent dans la faille allemande. Remarquablement, nos deux protagonistes réussissent pour la première fois à progresser rapidement vers le nord-est, reprennent la Marne et menacent d'encercler et détruire toute la première armée allemande, à un tel point que le 10 septembre, la première armée allemande potentiellement bientôt encerclée prend la retraite vers le nord-est comme toutes les autres. Devant cet ultime manque de cohésion entre les lignes, le plan allemand tombe à l'eau et les Français épuisés et démoralisés lancent enfin la contre-attaque. C'est un miracle. La France, à genoux, après un mois de combat, était à deux doigts de retomber dans les mains des Allemands. Mais, grâce au miracle de la Marne, il n'en fut rien. Petit à petit, fin 1914, un solide front se forme dans le nord-est. La guerre de mouvement s'en est bientôt finie. Elle laissera place à la guerre de tranchées. Finalement, 4 ans après de multiples sacrifices, l'affrontement cessera. Les Allemands signeront un début de paix avec l'armistice du 11 novembre, plus tard prolongé, et la Triple Entente l'emportera en effet sur les forces de la Triple Alliance. La France continue d'exister, mais pour combien de temps ? Je finirai avec les mots de Charles de Gaulle. Tandis que le Français, une fois payé de ses négligences, se redresse à l'improviste, l'Allemand, incomparable dans l'effort préparé, perd ses moyens devant l'imprévu. Ces mots expliquent bien l'ultime sursaut à la française que nous avons observé. Bien sûr, il existe d'autres moments semblables et tout aussi extraordinaires de notre histoire. Mais ceci est une autre histoire.